Bonjour Mario. Alors, au Canada aujourd'hui, tu es en France, là, tu peux pas vivre ça, mais au Canada aujourd'hui, c'est la visite du roi. Il y a Je une sais parce que atmosphère monarchique dans l'air. je peux imaginer, mais si tu veux, je te propose, avant de faire un petit virage du côté de la monarchie qui va faire un arrêt rapide au Canada, 24 heures pour le roi Charles, je te parlerai de la baffe ou de la chamaillerie sympathique entre Emmanuel Macron et son épouse Brigitte qui a On en été a parlé entendue en ouverture d'émission. Ça a l'air que c'est complotiste. Selon l'Élysée, ce serait complotiste de penser qu'il a reçu une tape sa gueule de sa conjointe, là. Alors, il faut voir l'image pour ceux qui nous écoutent et nous regardent en même temps, c'était alors qu'il arrivait au Vietnam pour une visite officielle. La porte s'ouvre et on voit un bras qui vient se loger avec une main, en fait, dans le visage du président qui semble un peu interloqué, fait un petit clin d'œil à la caméra qu'il sait être en bas de la passerelle, disparaît et il revient avec Brigitte Macron comme si de rien n'était, mais il ne semble pas y avoir nécessairement beaucoup de chaleur entre les deux à ce moment-là quand ils descendent de la passerelle. J'ai absolument aucune opinion sur ce qui s'est passé, aucune opinion sur la vie conjugale ou les rapports entre le président et sa femme, ça ne me regarde pas. Le problème dans ce cas-là, c'est la réaction de l'Élysée, des communications de l'Élysée au moment où les images se mettent à circuler. Ils disent c'est un deepfake, c'est de la propagande, on est en train d'être manipulé, jusqu'à ce qu'un peu plus tard, ils conviennent que les images qui avaient été prises par l'Associated Press n'étaient évidemment pas un deepfake, qu'on avait bien vu de nos yeux, vu ce qui s'était passé. Je laisse à tous ceux qui l'auront Et, vu l'image et- et d'interpréter. le mot de l'Élysée, c'est que c'est une chamaillerie, genre chamaillerie coquine là, qui arrive entre les couples où on se tiraille un peu. Oui. Mais Alors, il décompressait. ouais, il décompressait, mais c'est comme si M. Macron, sa face, elle sait pas que c'est drôle, là. Sa face était absolument pas prévenue de ce qu'il y avait de la chamaillerie coquine. Et si c'est de la chamaillerie coquine, je ne veux pas savoir ce qu'ils font dans leur plus stricte intimité quand ils se chamaillent de façon coquine. Non, je pense qu'il est resté un peu surpris, puis sa face le montrait, parce que c'était probablement en fait, je ne veux même pas spéculer. Ce qui est intéressant, c'est la première réaction, qui est celle du mensonge, de nier l'évidence. Et ça me rappelle les images qu'on a vues pendant de longs mois aux États-Unis, où on disait, de ces images où on voyait le président Biden un peu hagard, perdu, que c'était non pas des deepfakes, mais des cheap fakes, qu'on avait manipulé, des images réelles pour nous donner l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Évidemment, le contexte n'est pas le même, et je ne sais pas s'il y a quelque chose qui ne va pas entre Brigitte Macron et son mari. Tout ce que je sais, c'est que la réaction, la première, effectivement, c'est Hmm. l'affaire des propagandistes, des complotistes, que de penser qu'il y a eu quelque chose. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les images donnent à penser que ça ressemblait à un petit moment d'altercation. L'histoire nous le dira. On verra si l'un ou l'autre a envie de Hmm. commenter. Mais c'était ce matin ce qui décollait en France alors que le président atterrissait. Bon, on espère que Camilla fera pas ça au bon roi Charles, là, à son arrivée au Compte Canada. tenu de ce que l'on sait de leur conversation intime et sur leur manière d'exprimer leur volonté d'intimité, je ne veux pas aller plus loin dans les détails à 6h30. Pour ceux qui se souviennent, tant mieux. Pour ceux qui ne se souviennent pas, ils iront faire leurs recherches. Mais non, je ne pense pas que nous verrons Camilla à la sortie d'un avion, d'ailleurs payé par les contribuables canadiens, gifler son mari, le prince Charles, qui est aujourd'hui le roi Charles, je devrais me faire à l'idée, qui vient, dans les faits, faire la démonstration que nous sommes souverains. J'avais eu cette réaction un peu surprise là, quand la nouvelle était sortie, de demander à notre roi de faire la Britannique. démonstration exact, que nous sommes vraiment capables de se tenir debout, de nous tenir debout devant les États-Unis. Alors, il y a probablement plus que ça, l'envie de faire un peu la nique au président Trump en disant, regarde, notre roi est venu nous voir avant qu'il ne t'accueille en Angleterre. C'est un message, quant à moi, extraordinairement ambivalent. C'est Mark Carney qui a choisi d'abattre cette carte. Premier véritable geste spectaculaire du premier ministre. Il faut dire il est bien rencardé. Hein? C'est son frère qui est le Chief Operating Officer de la résidence qu'occupe le roi et sa femme, Kensington, ancien banquier d'affaires. Le La frère famille de M. Carney qui Carney? Sean Carney est le Chief Operating Officer de Kensington. Ah ouais, Donc, ça n'a pas été je beaucoup. présume, Tu sais tout? je
je présume qu'il y a donc de bons rapports entre la Maison royale et le bureau du premier ministre. En fait, oui, oui, je suis assez convaincu, en fait. Et au-delà de tout ça, M. Carney a ses contacts en Angleterre. M. Carney a été Hum, le hum. banquier de la Banque d'Angleterre. Et c'était une manière, effectivement, de jouer le tango avec les États-Unis. Est-ce que c'est habile ou c'est mal habile? C'est clair qu'au Québec, c'est assez mal reçu et au Mais Canada anglais, probablement un ouais, petit mais c'est peu parce que mieux. c'est pas très nord-américain, les rois, mais on oublie qu'un paquet de pays évolués, tu Voilà. sais, on cite les pays scandinaves comme des exemples d'évolution, mais ils ont à peu près tous un roi, là, tu sais, la Norvège, la Suède, le Mhm. Danemark, la reine, Danemark. l'Espagne. En Europe, là, il y en a plein là, de têtes couronnées. Est-ce qu'ils ont encore une réelle influence diplomatique ou autre dans le monde de Certainement, 2025? certainement morale. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équivalent en termes d'influence, d'équivalent à la couronne britannique, qui est encore régnante, évidemment, de façon très théorique, sur 14 pays, si je ne me trompe pas, dont le Canada, l'Australie. Et puis en Australie, il y a les mêmes mouvements, mêmes réactions, mêmes Plus la doutes. On a Barbade. même exact. Donc, il n'y a pas beaucoup de familles royales européennes qui ont cette espèce de magistère sur plusieurs pays, mais c'est des présences appréciées, des présences qui font symbole. Dans un pays aussi divisé politiquement, par exemple, que la Belgique, la figure de la famille royale, la figure du roi, très, très importante parce qu'autrement, ils sont que divisés. C'est probablement le pays qui est le plus atomisé politiquement de l'Union européenne. Tu parlais des pays scandinaves. Au Danemark, en Suède, famille royale importante, symboliquement importante, et c'est aussi des démocraties très, très, très fonctionnelles, des exemples de démocratie pour plusieurs pays. On renvoie souvent le modèle de la République. La France est une république et c'est pas pour autant un exemple démocratique beaucoup plus brillant que ne le serait, par exemple, le Danemark, avec une volonté aussi de changement pour ces monarchies constitutionnelles. Par exemple, tu parlais du Danemark, la reine, qui est aussi grand-mère, a effacé les titres royaux de tous ses petits-enfants qui sont les enfants de son plus jeune fils. On veut réduire l'empreinte de la famille royale parce qu'il y en a beaucoup, il y a des frais d'associer à ça. C'est un peu ce qui se passe d'ailleurs en Angleterre. Alors, il y a du rififi familial, par exemple, entre Harry et William. Harry, qui, on s'en souvient, était venu se réfugier 35 secondes au Canada avec Meghan en disant qu'il voulait refaire sa vie chez nous. Ça s'est plutôt refait en Californie, où probablement que le rendement est meilleur sur ses prises de parole et toutes ces choses, et où il fait plutôt soleil que pluvieux. Et aujourd'hui, Harry qui essaye de se rabibocher avec son père roi, c'est à peu près faire tourner. C'est très embêtant pour l'image de la famille royale, mais il y a toujours eu des enjeux. Pensons au prince Andrew, qui s'est fait prendre plus d'une fois la braguette à terre et qui n'apparaît plus tellement dans les photos de famille. Et là, c'est le jeune fils avec une question. Est-ce que William, qui sera un jour roi, ou son père, pourrait choisir de retirer tous ces titres de noblesse à Harry, justement dans une perspective de rénovation de la famille royale, comme on l'a fait au Danemark, parce qu'on dit, ben, il n'y a pas besoin d'avoir 12 héritiers possibles en ligne. Une fois qu'on a assuré le minimum, les autres n'ont pas besoin d'être protégés, on n'a pas besoin de leur donner tout ce qu'il faut. D'ailleurs, aujourd'hui, c'était un des combats de Harry. Il voulait la protection des policiers en Angleterre lorsqu'il se déplace avec sa Ouais. famille. Et on a jugé qu'il n'en avait plus besoin. Bon, on veut le beurre et l'argent du beurre à un certain point. Là, on veut plus les obligations royales, mais on veut les Et en privilèges qui général, viennent avec. et pour certains de la famille royale, c'est le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Ouais. Bon, Donald Trump, vendredi, qui était en mode attaque sur l'Union européenne, finalement, tout s'est réglé en fin de semaine. Extraordinaire. Le grand journal financier en France, ça s'appelle Les Échos. Il y a 3 titres en une pour dire qu'est-ce qu'on devra faire à l'aune de cette nouvelle attaque sur les intérêts français et européens. Et puis, ben, évidemment, il a changé d'idée la nuit passée en disant je ne vais pas imposer des droits de 50 d'ici le 1er juin. On va laisser le temps à la négociation jusqu'au 9 juillet. Après un coup de fil avec celle avec qui il ne voulait jamais parler, Ursula von der Leyen, qui est la patronne de l'Union européenne, et en plateau tout le week-end. Tout le monde était dans la posture, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est la fin du monde.
Ben, finalement, il n'y avait pas de fin du monde. C'était encore une fois une tromperie et ça a fait beaucoup parler, mais ça n'a pas changé grand-chose. Ouais. Et les marchés boursiers continuent à jouer au yo-yo au rythme des propos de Exact. M. Trump. Hey, je veux t'entendre rapidement là, sur les infrastructures critiques d'électricité du sud de la France, Côte d'Azur, Nice, Cannes, qui Mhm. ont manqué d'électricité en fin de semaine. Oui, et c'est un acte de sabotage. Les autorités parlent même pour certains de C'est prouvé, oui. terrorisme. Il n'y a pas de doute, ça a été même revendiqué. Alors, est-ce que ceux qui ont revendiqué les attaques sont vraiment ceux qui les ont organisées? C'était très élaboré. Trois des pattes d'un pylône qui transporte des lignes à haute tension ont été sciées. Peux-tu imaginer? L'image d'ailleurs de ce pylône qui est sur le camp, qui fait plutôt pylône de Pise qu'autre chose. Des transformateurs, deux, qui ont été attaqués et on a mis le feu. Donc, ça a engendré des ruptures, des pannes d'électricité. On visait, dit-on, le festival, parce qu'il y avait quand même deux gros événements ce week-end, la clôture du Festival des films de Cannes, puis la Formule 1 à Le Grand Monaco. Prix de Euh, Monaco, hein. et ce que ça dit, ce que ça rappelle pour un pays comme nous, où l'électricité est très importante, c'est l'extraordinaire vulnérabilité de nos infrastructures qui ne sont pas protégées, qui ne pourront jamais l'être à la hauteur de ce qui est un possible danger. Et en France, c'est intéressant de voir ce qui se passe. Alors, c'est beaucoup plus violent peut-être comme contexte, mais c'est aussi des entreprises critiques qui sont attaquées. On n'en parle pas beaucoup. Des entreprises qui fournissent des puces, qui fournissent un certain nombre de choses qui sont vulnérables et attaquées, qui engendrent de véritables problèmes. Avant les Jeux olympiques, qu'on l'a un peu oublié l'été passé, c'est le réseau TGV. Il y a 5 endroits où se trouvaient des gaines qui contenaient de la fibre optique essentielle, puis c'est des endroits anonymes. Hein. Si tu n'es pas au courant, il n'y a pas de chance que tu saches que c'est stratégiquement important. C'est donc dire que c'était des gens très bien informés qui, entre 1 heure et 4 heures du matin, juste avant l'ouverture des Jeux, ont enflammé tout ça et ont engendré une panne à grande échelle sur tous les réseaux TGV. Ils ont isolé Paris et cette ville, qui était le centre du monde, se retrouvait pendant quelques heures totalement isolée. Alors, on parle de cyberattaque, souvent de cybervulnérabilité. Il se trouve qu'on est aussi très vulnérable au sabotage à l'ancienne et c'est ce qu'on a mesuré encore une fois en France. Je pense que c'est une vraie question et pour nous aussi, compte tenu de ce qu'on fournit beaucoup d'énergie à nos voisins du Sud et qu'on parle de plus en plus du tout électrique. Mais ça vient aussi avec de la vulnérabilité. Intéressant. Merci, Stéphane.